Augustin Colette, bonjour. Vous êtes responsable de l'unité modélisation atmosphérique et cartographie environnementale à l'INERIS. Une première question qu'on se pose, c'est quels sont les déterminants principaux de la pollution atmosphérique? En fait, la pollution atmosphérique est composée véritablement d'un cocktail de substances qu'on trouve dans l'atmosphère, dont la durée de vie varie fortement. Donc il faut faire la différence entre les différentes substances qui nous intéressent. On va commencer par les oxydes d'azote, qui ont une durée de vie de l'ordre de quelques heures, et qu'on va donc retrouver principalement près des sources, autour des grandes agglomérations, même si on peut parfois les trouver quelques dizaines de kilomètres autour de ces grandes agglomérations. Si après on passe aux particules, on a certaines particules primaires qu'on trouve très près des sources, très près des grands axes par exemple, et après il y a des particules qui sont secondaires, qui mettent elles un peu de temps à se former dans l'atmosphère, et donc on va pouvoir retrouver là parfois jusqu'à quelques centaines de kilomètres des zones sources. Et après on va passer à un autre type de polluant qui est l'ozone, qui est un gaz, et qui lui a une durée de vie beaucoup plus longue, qui peut atteindre plusieurs jours, et donc on va retrouver parfois à des milliers de kilomètres des sources, donc qui est vraiment très répandu sur la planète. Donc ça c'est pour les polluants qui sont générés par les activités humaines, formés autour des zones sources, et donc avec une durée de vie qui varie, et c'est pour ça qu'on a des échelles d'impact qui sont différentes suivant les différents polluants. Et après, il faut rajouter aussi quelque chose qui est important, c'est d'autres espèces traces qu'on trouve dans l'atmosphère, qui ne sont pas directement liées aux activités humaines, et qui peuvent être des espèces naturelles, par exemple les poussières désertiques, qui sont émises dans des quantités qui sont tellement massives, qu'on va finalement, elles aussi, pouvoir les retrouver sur des distances très très longues, quand bien même il n'y a pas réellement d'enjeu sur leur transformation dans l'atmosphère. Mais c'est vraiment la masse émise qui fait que parfois on peut retrouver des poussières sahariennes aussi loin que dans les Antilles. Et donc, à part ces facteurs naturels, quels sont les principaux leviers d'action sur lesquels on peut jouer pour réduire la pollution atmosphérique? En fait, il faut faire référence aux différents outils qu'on a dans la législation. Il y a des outils internationaux, européens, nationaux, locaux, régionaux évidemment. Et chacun de ces outils a vocation à cibler certains types de sources et certains types de polluants. On peut prendre par exemple le protocole de Göteborg qui a été porté par la Convention de Genève sur le transport transfrontière de polluants, qui a été développé au milieu des années 80 et qui a conduit à la réduction d'émissions nationales des pays qui signaient de manière très notable depuis une vingtaine d'années. En fait, il a été estimé récemment, c'est cette Convention de Genève qui a fait un rapport d'évaluation début 2016, où ils ont chiffré que, en fait, sur une vingtaine d'années, si on n'avait pas mis en place ces mesures-là, on aurait perdu quasiment une année d'espérance de vie par rapport à la situation actuelle. Grâce à ces mesures, qui sont des mesures nationales sur les plafonds d'émissions, au niveau vraiment des négociations internationales, on peut limiter presque d'un facteur 3 les morts prématurées. Et je ne parle pas des impacts sur l'acidification, parce que ce protocole de Göteborg sur la pollution transfrontière, la première motivation à l'origine, c'était de lutter contre les pluies acides, l'acidification des sols. Et en fait, on s'est rendu compte que par rapport à la trajectoire sur laquelle on était engagé dans les années 90, on a réussi à baisser d'un facteur 30 l'acidification des sols, en particulier dans les pays scandinaves. Donc c'est vraiment des mesures, ces mesures-là qui sont des mesures nationales, qui ont eu un effet tout à fait notable. Aujourd'hui, on s'engage plus vers des mesures un peu plus locales, des mesures structurelles, des aménagements urbains, cibler certains axes, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des mesures structurelles et sectorielles qui ont eu un impact très très fort depuis une vingtaine d'années et qui continueront à en avoir un à l'avenir. Aujourd'hui, même plus exactement la semaine dernière, a été signée ici même à Strasbourg la révision de la directive sur les plafonds d'émissions, qui devrait être ratifiée au Conseil de l'Europe d'ici la fin de l'année. Et cette directive-là nous engage vers une trajectoire vertueuse d'ici 2030. Donc on a réengagé ces objectifs qui sont définis par des plafonds d'émissions à l'échelle nationale, qui sont complémentaires de ce qui peut être engagé à l'échelle des agglomérations.